Bonjour François Durouvray. Bonjour. Merci de vous joindre à nous sur le plateau du Sustain TV en tant que président du département de l'Essonne. Alors quelques questions pour vous pour cet échange. Vous sortez de scène à l'occasion de ce Sustain Mobility Forum. Alors la première question c'est quelles sont à vos yeux, à votre sens, les innovations qui vous semblent les plus pertinentes pour engager une transition durable dans ce secteur de la mobilité? Est-ce que vous avez des exemples d'expérimentation aussi, pourquoi pas dans votre département? Alors, quand vous dites la transition durable, je vois derrière la question carbone. Aussi, Et ouais. on sait que la mobilité, aux côtés des industries et de l'habitat, joue un rôle extrêmement important et qu'on a l'enjeu de réduction de l'empreinte carbone sur les mobilités. Je vois deux innovations majeures. La première sur la production d'énergie. Aujourd'hui, on est principalement sur des énergies fossiles et on sait très bien que demain, il y a l'enjeu de l'électrification du réseau des mobilités et pas uniquement des mobilités individuelles, mais au-delà, le sujet d'usage de nouvelles formes d'énergie. On parle de l'hydrogène, bon, c'est aussi de l'électrique, mais on parle aussi du gaz. Et nous avons la capacité sur un territoire comme l'Essonne, je pense, à produire de l'énergie, là où auparavant on l'importait à 100%. Et donc il y a de très beaux projets, de très belles opportunités pour produire de l'énergie sur notre territoire qui servent à l'habitat et aux mobilités. Et puis l'autre sujet de transformation pour moi très important, c'est celui du numérique. Ouais. Je pense que le numérique va permettre d'optimiser l'utilisation de la mobilité et du coup de réduire sans doute la part de mobilité, j'allais dire contrainte, liée aux embouteillages, liée au temps nécessaire pour trouver une place de stationnement, liée à l'autosolisme. Enfin, tous ces sujets-là sont des sujets qui vont être traités, je pense, par le numérique. Et vous le voyez en particulier dans ce contexte très particulier justement, dans votre département, il y a eu un changement des comportements en termes de mobilité aussi, vous le constatez? Alors on le constate, même si on a du mal à me mesurer, c'est plus quelque chose en tant qu'élu au travers des échanges qu'on peut avoir avec les habitants. Maintenant, moi j'ai été assez marqué par une expérience qu'on a conduite il y a 3 ou 4 ans maintenant avec une boîte qui s'appelle Carrosse sur le covoiturage. Et on avait été un peu précurseur, d'ailleurs on a servi d'exemple ensuite pour Île-de-France Mobilité. Et on avait conduit l'opération où pendant 3 mois on offrait le covoiturage aux personnes qui s'engageaient avec Carrosse. Et on avait eu plus qu'un doublement du nombre de covoitureurs sur un territoire comme l'Essonne. Donc on voit que lorsqu'on offre de nouveaux outils, le public répond présent et est capable d'imaginer sa mobilité de façon différente. Et ça, c'est à la fois extrêmement rassurant, mais ça nous challenge nous aussi, parce que évidemment, on est sur des temps qui sont beaucoup plus longs que les habitudes qui peuvent changer du jour au lendemain. Il y a une offre du coup qui s'adapte finalement aux usages de vos administrés en l'occurrence. Et quels freins vous pourriez potentiellement voir ou que vous voyez déjà pour développer cette mobilité durable? C'est un peu déjà ce que j'abordais. Nous, lorsqu'on parle de mobilité aujourd'hui, on parle d'infrastructure. Principalement, je suis responsable d'un réseau routier de 1500 km. Île-de-France Mobilité, la SNCF, la RATP ont la maîtrise d'ouvrage de réseaux ferroviaires qui s'inscrivent dans des temps extrêmement longs, 50, 100 ans. Et donc, on imagine de la mobilité sur des périodes, alors même que les usages évoluent de façon extrêmement vite. Et ça, pour moi, c'est un frein, c'est une contrainte, plus qu'un frein, énorme. C'est-à-dire qu'on doit essayer de réfléchir, et c'est pour ça que, par exemple, je pense que sur un territoire comme l'Essonne, il ne faut pas combattre la route, parce que la route, elle va devenir propre grâce à l'électrification, mais je suis convaincu qu'on va gagner en capacité aussi sur la route, parce qu'on va massifier les flux sur la route. Mais ça, c'est une intuition personnelle qui est liée à mon expérience, qui est liée à mes réflexions. Mais je suis incapable de vous dire si mon pari est un pari gagnant, et ça sera aux générations à venir de se dire il a pris les bonnes décisions ou il n'a pas pris les bonnes décisions. Ça, c'est un très gros frein. Le deuxième frein, il est, je serais tenté de dire financier, mais est-ce qu'il est vraiment financier? Dans la mesure où je pense que les nouvelles mobilités vont aussi permettre d'optimiser, comme je le disais, les usages et sans doute les coûts. On est moins dans la possession, mais plus dans l'usage. Et on voit effectivement ce frein, mais qui se rapporte à beaucoup de sujets, finalement, entre les infrastructures en plus, qui prennent un temps long, et les demandes, qui sont toujours de plus en plus last minute, finalement, des usagers de plus en plus exigeants, à raison aussi, vous le voyez. Et sans doute, dans la réflexion que nos concitoyens doivent avoir, on a un volume, on sait aujourd'hui en Île-de-France, c'est 35 à 40 milliards d'euros qui sont chaque année consacrés à la mobilité sur une richesse de 700 milliards. Donc je ne trouve pas choquant qu'on se dise qu'il faut 1 ou 2 milliards de plus ou 3 milliards de plus par an pour
régler les questions de mobilité qui constituent le principal problème de la région Île-de-France. Après, je pense qu'avec cette enveloppe, si on utilise différemment l'argent, et si nos concitoyens sont prêts à se dire aujourd'hui je possède une voiture qui me coûte tant en entretien, qui me coûte tant en assurance, que demain je ne suis plus propriétaire mais que j'ai un usage et qu'à côté de ça je consacre une partie des moyens que j'ai aujourd'hui de la charge de propriétaire, que je l'utilise à autre chose, peut-être que globalement la dépense privée et publique restera équivalente. Plus de dépenses publiques que de dépenses privées sans doute, mais la charge sera équivalente et qu'on aura résolu des problèmes. Un sujet de transparence aussi pour, bien sûr. pour les différents habitants aussi de votre département en particulier. Alors justement, ces administrés, quelle part tient la participation finalement citoyenne? Comment vous arrivez à les sonder? J'imagine que vous êtes à l'écoute au quotidien évidemment. Est-ce que vous avez des outils en particulier? Quelle est la démarche? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on ne connaît pas forcément nos usagers. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure 1500 km de routes départementales. Chaque jour, on fait 12 millions de kilomètres en voiture sur les routes du département. C'est énorme. Et je n'ai pas de retour de la part de ces usagers, excepté ceux qui contestent l'entretien d'une route ou qui réclament un aménagement ou qui se plaignent des nuisances, qui ne sont pas d'ailleurs forcément les usagers. Donc c'est compliqué. On aborde ces sujets-là principalement lorsqu'on va sur le terrain, sur des concertations publiques préalables à un aménagement ou à des travaux. Je pense que l'outil n'est pas suffisant. Je pense que le dialogue avec les associations qui sont notamment très présentes dans le domaine des mobilités actives, c'est un prisme aussi auquel il faut faire attention. Moi, je suis très respectueux des positions des uns des autres et notamment de ceux qui veulent développer les mobilités actives. Sauf que les tenants des mobilités actives ne sont pas à notre place où nous devons juger les mobilités dans leur globalité et essayer de faire émerger, de nous élever au niveau de l'intérêt général. Et aujourd'hui, donc, les voies d'appréciation et de dialogue avec les habitants sont un peu biaisées, qu'il s'agisse des riverains qui ne veulent pas de nouvelle mobilité parce qu'ils craignent les nuisances, qu'il s'agisse des associations de défense d'un type de mobilité contre une autre. Et je pense que le dialogue reste à inventer. Moi, je suis très preneur, j'adore dialoguer, me confronter à la réalité au terrain et me confronter à ce que peuvent me dire mes concitoyens. Mais je pense qu'on n'a pas encore complètement inventé l'outil. Moi, je serais assez partisan. Je suis désolé d'être un peu long peut-être sur le sujet, mais de pouvoir... Vous voyez, on a la chance dans notre pays d'avoir des listes électorales. Je suis allé en Estonie voir de quelle manière ils avaient travaillé sur l'e-administration et sur le numérique. Moi, je serais assez intéressé qu'on puisse un jour, sur la base des listes électorales et évidemment sans démarche commerciale, qu'on puisse consulter nos concitoyens, les électeurs, sur des sujets de société où on a besoin de leur éclairage. La décision revient à l'élu au final. Nous sommes en démocratie représentative, mais que les élus puissent être éclairés du regard du maximum de citoyens. Et je pense que ça se passe par la liste électorale, mais il faut qu'on invente des systèmes de votation beaucoup plus souples, sans doute avec des outils numériques. Et sur le secteur particulier de l'Essonne, est-ce que vous voyez, parce qu'on parle beaucoup de Paris, des mobilités douces, est-ce que ça concerne votre département? Moins, quelles sont les demandes pratiques? Parce qu'on voit beaucoup une baisse très claire de la fréquentation des transports publics du fait du contexte. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un retour dans ces transports? Est-ce qu'on va revenir sur un autosolisme? Quelle est la situation dans votre département en particulier? Et comment vous projetez-vous? Je pense d'abord que les besoins de mobilité vont continuer à s'accroître. Ouais. Nous sommes dans des métropoles, enfin l'histoire des villes depuis des siècles, c'est une histoire en mouvement et donc les besoins de mobilité vont continuer à augmenter. Après, ces mobilités vont sans doute s'effectuer de façon différente. Je pense que la place des transports publics est indispensable parce que c'est quand même le mass transit et c'est la capacité à transporter d'un point A à un point B énormément de monde en utilisant le minimum d'espace. Donc pour moi c'est incontournable même si on a un vrai enjeu de confort, d'accueil des usagers, si on veut que les transports publics continuent à jouer leur rôle. Ce qu'on appelle parfois vulgairement l'expérience utilisateur, l'expérience usager, mais qui est centrale aujourd'hui. Qui est centrale parce que sinon les transports publics ne trouveront plus leur public, c'est le cas de le dire, et on aura un sujet. Je pense qu'il faut qu'on massifie évidemment le transport routier, il faut qu'on donne une place supplémentaire aux circulations actives. Là aussi, ça bouge. Moi, je sens, y compris sur un territoire comme le mien, où les mobilités ont une plus grande distance, évidemment, que dans Paris, mais on est quand même sur des volumes, enfin sur des distances qui sont faisables, notamment avec le vélo électrique. Le vélo électrique a beaucoup changé la donne. Je pense qu'on doit être ouvert à tout, et encore une fois, nos concitoyens nous poussent. Je suis assez impressionné par la capacité d'interpellation de nos concitoyens et alors j'allais dire c'est l'aiguille dans la fesse de l'éléphant, je ne suis pas l'éléphant, ils ne sont pas forcément l'aiguille, mais
Mais en tout cas, ça nous remet en cause. Ouais. Et c'est bien. Ouais. Je trouve que c'est bien d'avoir ce dialogue où voilà, on est challengé. Finalement, on peut dire que vous êtes au cœur du concept de ce qu'on appelle de MaaS, de Mobility as a Service. Ouais. Pour revenir au début de notre échange, c'est ce qui vous guide aussi. Clairement. Clairement. Voilà, j'ai un mot, clairement, oui. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Merci François à vous. Durobriez, et je vous dis à très bientôt au Hub Institute. Merci à vous.